Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'étudier l'irrévérence d'Annie-Claude Deschaines, qui est la chanteuse du groupe Duchess Says, qui est un groupe très important dans la scène underground au Québec depuis 12-13 ans à peu près. Et elle est connue pour donner des performances particulièrement intenses et imprévisibles. De là, à mon avis, la plus grande partie de son irrévérence, ainsi que, puis d'ailleurs que je propose d'étudier à travers, comme si c'était un éclatement des codes rigides de la chrétienté. Puis, au niveau du genre, elle est assez neutre, elle n'emploie pas des codes hyper féminins ni hyper masculins, mais justement, à mon avis, il y a aussi une irrévérence dans cette espèce de neutralité-là. Je veux préciser que je ne suis pas spécialiste des questions de genre. Si jamais j'utilise des termes qui sont inappropriés, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Je fais de mon mieux. Et je veux remercier Yannick Valiquette qui m'a aidé pour la recherche de cette présentation. Pour la petite histoire, donc, Duchess Says est née en 2003 à Québec. Le groupe se fonde sur le mythe de la Church of Budregars, donc l'église de la perruche, dont la divinité est la perruche. C'est une perruche en particulier, celle qu'on voit sur les images, qui est toujours représentée de profil, et qui pour eux est surtout une inspiration esthétique. Mais ça semble être vraiment une inspiration dans la vie de tous les jours. Annie-Claude me dit qu'elle y pense à tous les jours, elle rêve à elle à tous les jours. Mais enfin, la duchesse est présente dans sa vie à tous les jours. La duchesse étant donc la perruche. Annie-Claude, la chanteuse du groupe, c'est pas elle, le groupe qui s'appelle Duchess Says, c'est pas Annie-Claude, la duchesse. Ils auraient retrouvé les documents fondateurs de ce mythe de la perruche chez la grand-mère de Annie-Claude. On peut voir d'ailleurs les trois perchoirs, les trois T, qui sont un des logos de Duchess Says, puis qui représentent un peu, qui font référence à la Sainte Trinité, finalement. Ça ici, c'est les pages du livret de leur premier disque, Anthologie des trois perchoirs. Comme vous pouvez le voir, il y a une esthétique très calculée, qui fait référence beaucoup aussi à la chrétienté, au mythe de l'Église. Il y a des explications sur les initiations, les disciples, comment devenir membre, la période de pré-noviciat, pré-membership et tout ça. Avec des statuettes taillées dans la pierre. Donc, ça explique le mythe de la perruche. Et mon avis, c'est que Annie-Claude déstabilise les codes de la féminité en se positionnant comme une prêtresse qui annonce le message de leur divinité, la mère perruche. Ça la place dans un monde, dans une position d'autorité, dans un monde traditionnellement masculin, et ça lui permet la perte de contrôle, l'éclatement de la rigidité de l'Église, comme je l'ai dit, et aussi une espèce de déconnexion avec un corps sexué. L'analyse que je fais aujourd'hui, ça se base particulièrement sur des écrits en sciences religieuses et féministes, et sur l'observation participante, sur le discours médiatique, et aussi sur plusieurs entrevues que j'ai faites au cours de ma vie avec Annie-Claude, mais notamment une rencontre datée du 27 avril dernier. Dans les Popular Music Studies, les sous-cultures ont fréquemment été associées à des rituels, à commencer par l'étude de Sarah Thornton sur les clubs. Dans son article « Enquête sur la spiritualisation de la musique rock chez les adolescents de Paris et sa banlieue », Sandra Chalin dit « Les concerts sont perçus comme des moments privilégiés d'extase mystique, ils sont qualifiés de messes. La découverte d'un artiste ou d'un genre particulier est vue comme une phase initiatique qui a bouleversé la vie du futur initié. » Au niveau musical, Duchess Says présente plusieurs éléments associés aux cérémonies chamanes, entre autres en étant très percussives, très répétitives, et en utilisant des onomatopées, souvent à la place d'utiliser des mots. Dans le livre « Shamanism, Arabic Techniques of Ecstasy », Mircea Eliade explique que les instruments percussifs chez les chamans servent à établir un lien avec le monde des esprits. Dans sa description des cérémonies des Chukchi de Sibérie, Valdemar Bogoras explique « The shamans' songs have no words. Their music is mostly simple and consists of one short phrase repeated again and again. » En parlant avec Annie-Claude, elle m'expliquait qu'elle utilisait des onomatopées souvent parce que pour elle, les mots ne servent pas à rendre compte de l'état d'esprit qu'elle veut instaurer, dans le fond. Puis, un exemple intéressant, c'est la chanson « Tenen non eux », qui est donc des bruits, des onomatopées. Puis, elle me disait que ça lui était venu parce que elle a fait un bad trip à un moment donné, puis elle voyait très clairement la perruche sauter d'un perchoir à l'autre avec un son pour chaque perchoir. Puis la chanson, finalement, c'est ça. Puis ils ouvrent souvent le spectacle avec ça.
Le fait que ce soit une image qui lui est venue aussi comme ça en rêve, ça fait quand même référence à l'idée de transcendance aussi, je trouve. Donc ici, on a des extraits de presse, et comme je le disais, ça fait souvent référence à un état de transe et à des performances très intenses. Chez Duchess Says, le rituel du spectacle est clairement plus important que le mythe de la perruche comme tel. Généralement, les gens accrochent sur le mythe parce qu'ils ont été frappés par la performance. Ça correspond avec la théorie de l'anthropologue américain Roy Rappaport, pour qui ce sont les rituels qui créent le mythe et non l'inverse. Je vous présente des petits extraits juste pour qu'on ait une petite idée de comment elle est sur la scène. C'est très court, puis je suis désolée, c'est super inégal au niveau du son. Bref, vous voyez qu'elle était en train d'envoûter une femme. Ici, elle a fait se coucher tout le monde par terre pendant une performance. Annie-Claude perçoit les spectacles comme des espaces de liberté totale où elle peut aller au bout de ses possibilités, au bout des possibilités du public et de l'espace, finalement, de la salle. Le quatrième mur n'existe pas, comme vous avez pu le voir, est souvent dans la scène. Souvent, elle va marcher sur les gens, elle va les amener sur la scène, elle va prendre un drap, puis elle va prendre très souvent quelqu'un à partie, puis elle va jouer avec, comme un meuble, elle va faire ce qu'elle veut avec. Ce qui est impressionnant, c'est que les gens lui obéissent de façon assez ahurissante. Ils agissent comme des disciples, ils accourent quand elle se lance à faire du body surfing, ils accourent pour la protéger des objets dangereux, pour faire passer le fil et tout ça. Elle a souvent dit ne pas se souvenir de ce qui s'était passé pendant un spectacle. C'est un état qui n'est pas encouragé chez la femme, qui est supposée d'être toujours en contrôle d'elle-même. Puis une dernière petite vidéo, c'est pour vous montrer la puissance de la persona puis du rituel. Dans cette vidéo-là, on la voit envoûter une très jeune fille. Elle la regarde, elle recule, puis la jeune fille la suit hors de la pièce, et s'en va dans une autre pièce. Et à la fin, Annie-Claude commence à hocher de la tête tranquillement, puis la jeune fille fait pareil. C'est une jeune fille qui s'est clairement laissée absorber par... Maintenant, le rituel est présent dans plusieurs pratiques religieuses ou païennes, dont plusieurs qui placent le modèle de la femme au centre de leur mythe. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le modèle, je veux dire, dont plusieurs qui placent la femme au centre de leur mythe. Contrairement à la religion chrétienne. J'ai étudié plusieurs religions alternatives et tout ça, mais je suis quand même restée sur mon hypothèse que je pense que le meilleur modèle, c'est de parler de la prêtresse. En tant que prêtresse, elle transmet le message de la duchesse Perruche, puis elle dirige les disciples vers la foi, et au fil du rituel, elle entre en transe, et c'est la Perruche qui se met à parler à travers elle. Les éléments chrétiens sont présents dans l'iconographie, comme on peut voir sur l'affiche, et lorsqu'elle porte des robes en spectacle, c'est toujours des robes, ou très souvent des robes austères et relatives à l'ancien temps un peu. Plusieurs chansons font référence à des éléments chrétiens, comme la chanson Black Flag, dans laquelle elle marche sur ses genoux, elle égrène un chapelet pour atteindre un fameux drapeau. Finalement, il y a l'idée des mathématiques et de l'ordre qui sont très présents dans Duchess Says comme dans l'Église. Ça, c'est encore une fois un compte-rendu de spectacle où il explique les mouvements qu'elle fait avec ses mains. Beaucoup de textes des duchesses font appel à l'idée de classer des choses. Il y a une chanson qui s'appelle L'ordre des secteurs, entre autres. Je pense qu'on peut lire sa performance comme l'éclatement de la rigidité de l'Église. Dans Myth and Rituals, A General Theory, Clucon dit « Les cérémonies tendent, et c'est ma traduction, les cérémonies tendent à représenter une résolution symbolique des conflits dans la société. C'est comme si pour Annie-Claude, cette résolution symbolique était la destruction des règles de bonne conduite. Et quand elle entre en transe, elle devient un peu maléfique, ce qui rappelle encore une fois la dynamique Dieu-diable de l'Église. » Donc, plusieurs extraits qui font référence à ses grands yeux et à une imagerie qui rappelle l'exorciste. Souvent, elle fixe toujours les gens très longtemps, ce qui devient très intimidant, puis elle a des grands yeux bleus clairs. Et souvent, elle semble complètement hors de contrôle. De là, l'idée de l'exorciste et tout ça. Il y a une fameuse image où un épisode où elle jouait au Musée d'art contemporain de Montréal et il a fallu que les gardes du corps l'empêchent de sauter du balcon dans le hall parce qu'elle était complètement obnubilée par le cadre trop rigide du Musée d'art contemporain. C'est elle qui le dit. Puis, en fait, je vais passer très vite sur sa vidéo-là. Elle arrache les pages d'un livre, donc ça fait vraiment l'idée de la Bible, la destruction de la Bible.
Parler du genre maintenant. Selon Judith Butler, le genre est performatif, c'est-à-dire qu'il est une répétition stylisée d'actes et qu'il doit être compris comme la façon banale dont toutes les sortes de gestes, de mouvements et de styles corporels donnent l'illusion d'un soi genré durable. Pour moi, c'est comme si Annie-Claude Deschaines agissait comme un personnage sans sexe. On peut renvoyer ça au mythe Aristophane, selon lequel il y avait 3 sexes au commencement, dont un qui réunissait les caractéristiques féminines et masculines. Annie-Claude n'est pas dans le déni de son genre, elle peut porter du mascara, elle peut porter des blouses ou des robes, mais elle n'utilise pas sa sexualité. On peut voir dans ce vidéo tourné à Montréal cette année que ses gestes ne sont pas particulièrement gracieux comme on s'attendrait d'une femme féminine. Quand elle utilise sa sexualité, ça ressemble plus à une possession, donc quelque chose de justement un peu religieux, ou à quelque chose de grotesque. Dans cette vidéo-là, qui, je suis désolée, est de très mauvaise qualité, mais je pense quand même que c'est intéressant, vous pouvez voir les différents stades. Au début, elle est un peu en mode séduction, elle passe en mode colère, ensuite, elle devient... C'est vraiment un langage grotesque quand elle sort sa langue, elle se met à donner des bisous, elle sort sa jambe et tout ça, puis à la fin, elle semble complètement possédée. De la façon dont je le décode, il y a une irrévérence dans le fait de ne pas se préoccuper de son sexe. Elle semble ne pas se rendre compte que certains de ses gestes pourraient être sexualisés. Dans cette vidéo-là, elle tire une femme elle essaie de tirer une femme sur le sol avec elle. Elle se retrouve sur le dos avec la robe un peu remontée, on voit ses collants. C'est une position qui pourrait être sexualisée, mais clairement, elle ne le perçoit pas comme ça, puis ça renvoie en fait sur la réception. C'est assez difficile de sexualiser ça finalement, je pense. Pour la théoricienne Monique Wittig, la division de l'humain en 2 sexes est un acte politique et une violence contre la femme qui oppose toujours les femmes aux hommes. Les femmes sont condamnées à être faibles, dévouées, douces, etc. Si on lit la performance d'Annie-Claude selon ça, elle résiste 2 fois. Premièrement, en refusant cette division que la société s'impose par rapport au sexe, et deuxièmement, en étant la personne à qui on se dévoue. Il y a Irigaray aussi qui parle de cette idée dans Woman, the Sacred and Money. Elle argumente que le sacrifice le plus fondateur dans la société occidentale est celui de la femme au profit de l'économie du masculin. Ainsi, si on prend la perspective d'Irigaray, Duchesses est un pied de nez à ce sacrifice. Au contraire, voici la femme pour qui on se sacrifie. On peut voir ici dans cette critique de spectacle, la journaliste mentionne qu'un homme du public, à la fin, attache les souliers d'Annie-Claude pendant qu'elle performe. Donc, c'est encore quelqu'un qui semble être complètement un peu dévoué à elle. Quand j'ai parlé avec Annie-Claude cette semaine, elle m'a raconté qu'au début du groupe, parce que moi, c'était vraiment mon intuition un peu en fait, c'est Annie-Claude qui performe, mais ça pourrait autant être un homme, je pense, puis l'image ne serait pas très différente. Le corps comme tel n'est pas super important dans sa représentation. Puis là, quand je lui ai parlé, elle m'a confirmé qu'effectivement, au début du groupe, elle avait travaillé son esthétisme, elle portait des vêtements couleur chair et tout ça, mais qu'elle s'est rendue compte très vite qu'on la sexualisait. Puis qu'on disait, elle est cute, la chanteuse, puis elle disait, ça me dérangeait énormément. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à porter juste des jeans, juste des t-shirts noirs, ou alors des gros chandails de laine, laids. Puis, qu'au bout d'un moment, quand elle a compris que les gens avaient compris le message de Duchesses, là, elle s'est permis de retourner un peu dans les robes, des blouses, mais c'est toujours une idée de robe vieillotte, austère, etc. Par contre, une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'elle me disait qu'en spectacle, elle s'arrange moins que dans la vie. Donc, elle dit, pour moi, c'est vraiment un espace de liberté totale. Alors, c'est ça, je me maquille pas, mascara au pire, là, mais je m'arrange pas, je me présente, puis c'est ça, etc. Dans la vie, c'est une période très réservée, analytique. Donc, le spectacle, c'est un espace où elle essaie d'aller au bout d'elle-même. Elle essaie de faire perdre le contrôle un peu à tout le monde. Elle voit ça comme une grosse sculpture, un espace culturel, puis on va le meubler comme on peut. Puis elle n'aime pas l'idée de la scène avec le public, la scène et tout ça. C'est une reconfiguration d'espace pour elle. Si elle se met en position d'autorité, parce qu'on a pu voir quand même, elle a des gestes très autoritaires, c'est parce qu'il faut que cette reconfiguration parte de quelque part, que quelqu'un donne les directives.
Bref, je pense qu'Annie-Claude Deschênes déjoue les attentes qu'on se fait d'une féminité traditionnelle en se permettant de perdre le contrôle, d'ignorer son genre et d'assumer une sorte de position d'autorité. Mise en relation avec l'Église chrétienne, c'est comme si elle détruisait la façon dont la femme a été socialisée dans notre société québécoise. Voilà, merci.